Fer, de la même association que Jean-Marc, et je dirige une coopérative sociale qui s'occupe notamment de fabriquer du jus de pomme. Et pour mettre un peu de couleur aujourd'hui, je profite de passer cette vidéo qui rappelle l'intérêt des vergers, de la culture des fruits et des vergers aux tiges et du jardin qu'on a planté et qu'on entretient avec des personnes qui sont ou à l'aide sociale ou à l'assurance invalidité dans un parcours de réhabilitation ou de réadaptation professionnelle. Un petit mot sur le programme de ces 3 jours. Tout à l'heure à 11h30, contrairement à ce qui était publié sur le site internet, on a dû faire des rocades. Donc à 11h30, on aura l'intervention d'Astra, qui est l'association française d'agriculture sociale thérapeutique Rhône-Alpes, Auvergne, oui. Et puis aussi de la structure Accueil Paysan. Ah, on peut enlever le son de la petite vidéo, ouais. Merci. Et puis la structure Accueil Paysan qui, au niveau français, rassemble aussi certains types d'accueil à la ferme et opère des prestations comme ça pour la santé. Et c'est Pâquerette Milly qui nous racontera tout ça. Cet après-midi, on aura un témoignage du care farming en Irlande avec Helen Doherty. Et puis un compte-rendu sur l'accompagnement sociothérapeutique en agriculture sociale, notamment avec des jeunes dans le canton de Fribourg, donc ici dans la région, par une chercheuse de l'université de Fribourg et une accompagnante en travail social qui est aussi membre de notre association. Et puis, on aura aussi en transmission depuis l'Italie M. Diacovo à 16h pour parler du point de situation en Italie et puis aussi de l'intégration de ces prestations sociales dans la politique agricole. On a pris ça comme thème cette année parce qu'au fil des rencontres qui d'abord ont été aussi organisées par Astra, à laquelle on a assisté, et qui continue d'être organisée par Astra, qui fait un travail de réseau et de relations très conséquent, on a réalisé que si la politique agricole ne prenait pas en compte les prestations sociales que pouvaient faire des agriculteurs, ou que ces prestations sociales concernaient l'agriculture, et bien après c'était très très difficile parce que chaque porteur de projet va devoir faire passer ses besoins, ses exigences, aussi les exigences qu'il aura d'autres offices, comme l'aménagement du territoire, pour ensuite faire valider auprès des départements adéquats, que ce soit dans la santé, dans l'aide sociale ou de l'assurance invalidité ou du chômage. Et chacun doit faire l'entier des démarches. Et ça représente toujours des petites structures, ce qui fait que ces grands départements, ils ne sont pas très enclins à travailler de manière aussi individuelle, et puis qu'ils aimeraient bien plutôt baisser les coûts et donc avoir plutôt des grandes structures. Et puis, donc pour toutes ces raisons-là, pour nous, c'est important de défendre les petites structures et de trouver une modalité pour que, à partir de la politique agricole, quelque chose du mouvement ou de la reconnaissance de ce travail-là puisse avoir un effet auprès de l'assurance chômage, de l'assurance invalidité, des départements de la santé et de l'aide sociale. Évidemment que le Green Care inclut encore plein d'autres champs. On ne va pas pouvoir tout couvrir dans ces 3 jours, mais il y a le champ de la thérapie avec les animaux, et il y a celui de la thérapie avec le jardin. Et c'est clair qu'il y a un écho aujourd'hui dans la société
de toutes ces activités. On parle beaucoup de recherche de sens, on parle beaucoup de ces choses-là. On a aussi un historique en Suisse qui n'est pas tout simple, et c'est pour ça peut-être qu'il y a des politiques très différentes selon les cantons. C'est-à-dire que la Suisse, au début du XXe siècle, n'était pas un pays riche. Elle était même très pauvre, il y avait un très fort exode. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'aide sociale. Ça n'existait pas, ou alors c'était à un niveau communal, mais extrêmement léger. Il y a des personnes même qui devaient... C'est pour ça que la commune d'origine avait été instituée sur nos cartes d'identité, parce qu'en cas de dépendance de l'aide sociale ou de personnes sans revenus, il fallait s'adresser à sa commune d'origine. Et là, évidemment, on n'était pas toujours les bienvenus. Donc, c'était des situations très compliquées. Et quand c'était des situations pour des mineurs, pour des enfants, ben, l'État n'avait pas de solution. Et donc, on les plaçait dans des fermes. Je dis bien plaçait. Et c'était ni une adoption, ni une éducation. C'était vraiment de la main-d'œuvre. Et ça a donné des résultats assez catastrophiques, avec une reconnaissance très tardive de la Confédération sur les effets de ces placements, qui ont eu lieu, je crois, juste dans les années 50, et aussi un dédommagement qui est arrivé assez tardivement. Ce qui fait que quand on a élaboré l'aide sociale en Suisse, le placement dans l'agriculture était évidemment quelque chose qui n'était pas très recommandé. Mais depuis, les choses ont évolué, elles ont évolué justement très différemment localement. C'est pour ça qu'à Berne, on a des organisations de placement qui rassemblent les demandes qui viennent par l'aide sociale ou par le chômage ou par d'autres organisations de santé, et qui ont des fermes affiliées dans lesquelles ils contrôlent évidemment la qualité de l'hébergement et de l'accueil qui est réservé. Et donc on a un système assez important qui est reconnu et qui est fonctionnel, en tout cas dans le canton de Berne. En Suisse romande, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et encore actuellement, c'est plutôt une voie compliquée et assez précaire. Dans mon expérience, on place des gens chez nous pour 3 mois. On peut en avoir 2, 4, 6, 8. On peut en avoir 0. Donc évidemment, au niveau de l'organisation, de l'encadrement, ça pose d'énormes problèmes d'être dans une telle précarité. D'où l'importance, donc, d'inscrire le green care et le travail des agriculteurs dans l'accueil social, au même titre que ça se fait pour le tourisme rural, de l'inscrire dans la politique agricole. Par rapport au travail social, il se trouve que depuis quelques mois, je fais aussi des remplacements dans un centre d'urgence pour mineurs dans la ville d'Yverdon, en Suisse romande, dans le canton de Vaud. Et je remarque qu'il y a très peu d'interaction avec la nature et avec l'environnement. Et la première chose que j'ai mise en place, c'est d'aller faire des promenades. Parce qu'on est dans un quartier tout à fait urbanisé, mais on est à 5 minutes du lac. Et les enfants n'étaient jamais allés au lac à pied en marchant le long du canal pour voir les canards. Donc il y a besoin dans le travail social de choses, même très, très petites, qui ne demandent pas des autorisations et des choses. Et je pense que parmi les travailleurs sociaux, il y en a beaucoup, et parmi les jeunes certainement, qui sont intéressés aussi à promouvoir ces aspects-là. Mais il n'y a pas grand-chose qui est fait dans les institutions, à part des projets spécifiques. Il n'y a pas grand-chose qui est fait pour promouvoir ça, parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est chez ces enfants, c'est cette capacité d'autonomie et cette capacité de pouvoir se situer dans la ville, dans l'espace. Nouvelle anecdote, très récemment,
une de mes collègues me dit « Ah, ces enfants-là, ils ont rendez-vous à tel endroit. Oui, oui, c'est près de la gare. » Et puis moi, je connaissais l'endroit, je sais que ce n'est pas du tout près de la gare. Elle pensait que j'y allais y aller en voiture. En fait, cet endroit, il est à 7 minutes de l'école. Et on a l'habitude de faire le trajet à l'école à pied. Donc, de nouveau, c'était des petits de 5 ans, mais c'était un trajet qui était tout à fait faisable à pied, et ça leur permet d'avoir rendez-vous avec leurs parents dans un endroit où ils se déplacent. Et l'autre constatation que j'ai faite, c'est qu'au retour d'un rendez-vous, elles voient leur maman une fois par semaine, au retour du rendez-vous, cette bombe émotionnelle qu'il y a en général, eh bien, le fait de marcher dehors était bien plus salutaire que de s'enfermer dans une voiture. Donc, c'est des choses simples, on dirait de bon sens ou des choses naturelles. Elles ne le sont pas, c'est de l'éducation. Et voilà, je souhaite ardemment que les prochaines rencontres puissent se dérouler sur le terrain d'une école sociale, parce que c'est vraiment essentiel de revenir à ces choses si évidentes, si banales, et qui en fait ont énormément de valeur. Parce que quand on conduit, et l'autre jour quand j'ai conduit, j'étais acteur de quelque chose avec ces enfants, en les conduisant, en les tenant par la main pour traverser les passages piétons. Et dans ma relation avec ces enfants, ces 2 filles, des jumelles, je construis quelque chose. Si je suis dans la voiture et qu'elles se bagarrent, qu'elles se bataillent, qu'elles se disputent, je dois intervenir en faisant, entre guillemets, la police. Ce n'est pas dans l'intérêt de ma pratique d'éducateur de dire maintenant vous vous taisez, sinon j'arrête le moteur ou je ne sais quoi. Donc, il y a quelque chose aussi qui peut enrichir des pratiques de manière tellement simple, directe, et où la relation devient notre outil de travail, et c'est comme ça qu'on doit travailler. Autre constatation, j'ai réalisé très récemment que j'avais bénéficié du care farming dans mon tout jeune âge, il y a 50 ans. Je viens d'une famille de 5 enfants, et je suis le dernier, et ma mère est décédée quelques mois après avoir accouché. Ma mère est décédée du cancer. Mon père s'est retrouvé veuf avec 5 enfants à l'âge de 35 ans. Et puis, il a toujours voulu garder ses enfants avec lui. Donc la famille s'est organisée pour ça. Et puis, il devait organiser des vacances. Et il est allé chez des agriculteurs dans la région de Châteaudet. Ça devait être à Rossinière, oui. Et dans cette pension de famille, qui étaient des petits agriculteurs avec pas des gros revenus, ils faisaient pension de famille. Et dans cette pension de famille, mon papa a rencontré ma nouvelle maman, qui, elle, sortait d'un divorce, seule avec un enfant, qui se remettait difficilement d'une dépression, et ils se sont connectés à ce moment-là, à cette occasion-là, et ils sont en couple encore aujourd'hui à plus de 80 ans, avec beaucoup de petits-enfants. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'est venu parce que je n'ai pas réfléchi à partir de ma pratique d'éducateur et d'éducateur dans l'agriculture sociale. Je n'avais pas fait ce lien-là. Mais tout d'un coup, c'est apparu comme une évidence. Et donc, quand on parle de pension de famille, on pense tourisme rural, mais ça ouvre d'autres pratiques, et ça ouvre d'autres connexions, d'autres liens. Et le contexte de la ferme, il a toutes ces couches. C'est pas une chose industrielle standardisée. C'est pas quelque chose qu'on peut prescrire à 3 doses par jour. C'est tout un tissu, toute une trame dans laquelle il peut se passer quelque chose d'inédit. Et dans cette chose inédite, les gens deviennent acteurs de nouveau de leur vie. Et ça, c'est ce que l'éducateur ne peut pas faire.
c'est ce que le soignant ne peut pas faire. C'est que la personne reprenne la direction de sa vie parce qu'il lui arrive quelque chose. Et ça, il faut un terrain particulier, complexe, ouvert, où en même temps, il y a un programme, il y a des choses à faire, il faut arriver à un résultat. Moi, si je m'occupe de verger, c'est pas parce que c'est bien, c'est parce que je fais du jus de pomme. Donc, tout ça a une direction, mais en faisant ça, en étant là, il se passe quantité d'autres choses. Continuons les rencontres, continuons dans cette direction. Je n'ai pas l'horaire sous la main, excusez-moi, je n'ai pas mon chronomètre. On est à 11h25. Et 10, j'ai encore un petit moment, parfait. Mais voilà, je voulais parler de cette connexion toute personnelle. Ensuite, comme le relevait Jean-Marc, la dynamisation des zones rurales. Au cours de mon expérience, j'ai ouvert aussi un magasin pendant 6 ans dans une bourgade assez célèbre en Suisse, puisqu'il s'agit de Romain Mottier, avec une abbatiale du XIe siècle, donc un très bel endroit, mais une toute petite localité de 500 habitants. Dans cette localité, l'épicerie fermait, la poste fermait. Et on pouvait s'imaginer la suite, parce qu'une fois que ça ferme, le café ferme aussi, etc., etc. Et pendant 6 ans, on a pu tenir l'épicerie et la poste parce que la coopérative pouvait mettre des gens en stage, puis comme ça, on avait une sorte de synergie entre l'épicerie et l'entreprise d'insertion sociale. J'ai dû mettre un terme à ça parce que économiquement, c'était plus viable, parce que la commune voulait continuer d'encaisser un loyer de 1 000 francs par mois, parce qu'elle a ses contraintes. Et on a dû mettre un terme à tout cela, et il n'y a pas eu de reprise ni de l'épicerie, ni de la poste. Donc, quand on parle de dynamisation de zones rurales, ce n'est pas juste un poste d'éducateur qui va aller dans une ferme. C'est de nouveau tout un réseau, tout un lien, et toute une dynamique qui peut avoir lieu, peut-être la réouverture d'écoles, peut-être. On voit de plus en plus d'enfants qui sont sur la route à partir de 5-6 ans. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que c'est vraiment rationnel ou est-ce qu'on va rouvrir des classes dans les villages ? C'est des choses qu'on peut interroger aujourd'hui. La diversification agricole, c'est aussi une attention à l'environnement. L'entretien des vergers, moi, ça m'a permis de sensibiliser énormément les gens au fait de perdre des anciennes variétés, au fait de perdre des écosystèmes. Les vergers haute tige, un peu comme les haies aussi, ne sont plus du tout entretenus. En général, on y met de la pâture, c'est souvent piétiné, surpâturé. C'est très négatif pour les arbres qui pourraient encore avoir 20 ou 30 ans devant eux et qui périclitent assez rapidement. On dit que la production de fruits haute tige, elle n'est pas rentable. Mais cette production, elle est extrêmement productive. Un arbre de 40-50 ans, il peut produire 1 tonne de fruits. Un arbre planté en agriculture intensive, il va produire pendant 5, 10, maximum 15 ans, il va produire quelques kilos de fruits. On pourrait changer quelques paramètres quand on dit qu'une chose est viable ou est rentable sur le plan économique. Dans quelles conditions ? Et est-ce que de travailler dans l'agriculture sociale, ça ne permettrait pas à la fois d'encourager des agriculteurs dans certaines pratiques, de maintenir un patrimoine fruitier, biodiversité, paysager. Toutes ces choses-là, on ne peut plus les porter tout seul. Moi, j'ai fait ça pendant 10 ans. Si j'arrête, il n'y a plus rien. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir profiter d'une relève ? Comment on va pouvoir organiser cette relève ? Comment on va faire que nos efforts ne sont pas en vain ? Mais nous sommes là, donc ça ne va pas être le cas.
Donc, j'ai fait apparaître le site parce que le site, cette année, il va être pérenne. On va garder ce site internet des rencontres. Il va fonctionner aussi comme plateforme. On va continuer de publier des choses, de vous informer. Et on va commencer un peu plus tôt que cette année à organiser les prochaines rencontres. Parce que cette année, c'était très rock'n'roll. Mais heureusement, on a trouvé les bons interlocuteurs et le bon endroit pour le faire. Dans le menu du haut, vous avez une rubrique blog, une rubrique réseau et liens. Elle est encore en train d'être structurée, mais il y a là les publications de beaucoup de personnes que vous avez entendues il y a 2 ans. Merci beaucoup. Les publications de l'école de Zurich, et puis des publications que j'ai trouvées très intéressantes, dans lesquelles l'équipe belge a pu contribuer. C'est l'étude de réseau de la politique agricole européenne, en bas de la page, Jérôme, merci. Et là, il y a toute une série, donc vous trouvez sous chaque article le lien avec en général un PDF que vous pouvez consulter. La plupart sont en anglais, mais il y a moyen de trouver d'autres choses. C'est un travail scrupuleux, très poussé, aux 4 coins de l'Europe aussi, chaque fois dans des contextes complètement différents, avec des publics complètement différents, et puis chaque fois un angle de vue, soit plus sur l'aspect thérapeutique, soit plus sur quel type d'engagement. On sait maintenant qu'en matière d'innovation sociale, on en parlera pas mal demain dans la table ronde, en termes d'innovation sociale, les acteurs locaux sont déterminants. C'est-à-dire que c'est localement des gens qui vont trouver des solutions à des problèmes locaux et que ça va éviter à des gens de faire des kilomètres pour avoir une assistance sociale. Parce qu'ils vont trouver une réponse à leurs difficultés en amont. Donc tout ça nous engage à aller plus loin avec ces rencontres, non pas pour corriger ou pour imiter ou pour comparer, mais parce qu'on constate encore une fois que tous ces terrains sont tous d'une très grande richesse et que toutes les études là-dessus encouragent ceux qui se sentent parfois seuls dans la pratique. Donc nos échanges, nos rencontres sont essentielles pour avoir la force de poursuivre. Je vous souhaite d'excellentes rencontres. Je vous remercie de votre attention et je me réjouis de passer la parole à l'équipe d'Astra.